Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je suis ravie de vous accueillir pour un sujet peut-être d'actualité pour vous si vous êtes là et en tout cas bien accompagné ce soir avec Nadège que nous avons le plaisir d'accueillir, Nadège Ventimiglia. Bonsoir Nadège. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de personnes là dans le chat en direct. Et ce soir, eh bien, nous allons parler de croyances, mais pas n'importe quelle croyance. Les 5 fausses croyances à bannir pour mincir irréversiblement. Et oui. Peut-être que vous avez cette notion de minceur, peut-être que vous avez cette envie aussi de minceur, peut-être de mincir vite ou peut-être de mincir durablement. En tout cas, sachez, comme dit Nadège, que ce sont 2 objectifs différents. Et donc, ces 2 projets différents, puisque ce sont 2 objectifs différents qui nécessitent de partir sur des bases différentes. Alors, les croyances sur le surpoids, peut-être que vous allez en découvrir ce soir, en tout cas je pense que Nadège va développer cela, eh bien conditionne notre perte de poids de manière efficace et durable, c'est-à-dire irréversible. Et Nadège nous propose cette conférence pour reconditionner notre cerveau, votre cerveau, justement avec des croyances nécessaires à une minceur durable, puisque le cerveau est notre chef d'orchestre et le chef d'orchestre de notre corps. Alors, il est primordial de faire attention à nos pensées pour que justement ça aille dans le sens où on en a envie et aller justement vers la modification de notre enveloppe corporelle. Alors, pendant cette conférence, eh bien, Nadège va nous transmettre beaucoup d'informations. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai vu là ce qu'elle a préparé et c'est vraiment génial. Elle va passer plein de choses en revue. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Il y a plein d'informations ce soir dans cette conférence. Vous allez justement vous sentir plus responsable aussi de votre corps à la fin de cette conférence. Vous allez comprendre pourquoi toutes les méthodes que vous avez peut-être essayées jusqu'ici n'ont pas fonctionné et vous allez aussi découvrir ce qui se cache derrière la motivation. Votre culpabilité justement sur votre activité physique disparaîtra complètement. Peut-être que justement il y a des culpabilités de ne pas assez bouger, de ne pas faire assez de sport. Et ben on va l'aborder ce soir avec Nadège. Et puis aussi l'idée de réserver un rendez-vous chez un professionnel de la minceur ne sera plus envisageable pour vous. Ce soir, nous voyons ces 5 fausses croyances à bannir et avec une experte en minceur durable puisque Nadège est créatrice d'une approche justement totalement innovante, non alimentaire et non sportive. En 3 ans, elle a permis à plus de 200 femmes de se libérer définitivement de leur poids, de leur surpoids, ainsi que aussi de sortir de cet engrenage dans lesquels nous sommes parfois, des régimes et tout ce qu'il y a avec l'assistanat des diététiciens. Et elle a pour mission d'apporter la paix dans le cœur des femmes qui se sentent déconnectées de leur corps. Quel beau programme ce soir, Nadège, et quelle belle mission aussi de se reconnecter à son cœur, à son corps. Alors, je te laisse la parole si tu veux te présenter davantage avant de commencer justement à parler de ces croyances et de la minceur. Je te remercie Charlotte. Alors bon, tu as déjà dit pas mal de choses, mais je voudrais juste ajouter une précision parce que je vais parler beaucoup de choses scientifiques ce soir. Alors pas des choses, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas un bac+8 en médecine, hein, c'est très vulgarisé, mais je voudrais juste dire pourquoi en fait j'avance ces choses et comment je les sais. C'est que j'ai commencé donc ma carrière il y a presque
bon, il y a un certain nombre d'années, on dira. En cancérologie, j'étais chercheuse au CNRS et voilà, j'ai toujours été passionnée du corps humain et donc même si voilà, même après je suis devenue entrepreneur et tout, ma formation initiale, c'est vraiment une formation de chercheuse sur le corps humain et je suis toujours restée en contact avec ça. J'ai toujours gardé contact avec les recherches, les revues scientifiques, etc. Et voilà, donc j'ai à cœur de un petit peu délivrer, en tout cas, les résultats des recherches récentes, parce que ce qu'on voit dans les magazines, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur Internet, c'est plutôt ce qui profite aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques et pas vraiment les résultats de la science. Donc voilà, je voulais juste préciser que du coup, je ne sors pas des choses de mon chapeau, hein, c'est des synthèses de revues scientifiques que j'expose. Merci Nadège. Voilà. Alors, donc du coup, déjà le titre, et puis après je vais projeter les slides. Le titre de cette conférence, c'est les 5 fausses croyances à bannir pour mincir irréversiblement. C'est-à-dire, irréversiblement, ça veut dire aller à son poids de forme et ne plus faire le fameux effet yo-yo. Parce que, voilà, en fait, quand on veut mincir rapidement, pas 36 solutions et c'est assez binaire en fait. Hein. On arrête le gras, on arrête le sucre, on arrête l'alcool, on arrête les bonnes choses de la vie, on fait un peu plus d'activité physique et puis on va mincir rapidement. Mais le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, ce qui est vraiment important dans notre société, ce que les gens recherchent, c'est vraiment arriver à un stade où le surpoids, c'est un non-sujet, on n'en parle plus. Voilà, on fait un projet une bonne fois pour toutes et puis ensuite, basta, on passe à autre chose. On libère de la place dans notre cerveau pour des projets qui nous tiennent vraiment à cœur et on arrête d'être en boucle en je suis au régime, j'ai perdu du poids, je change de garde-robe, je suis encore au régime. Voilà, parce que c'est ça le quotidien des personnes qui, en général, veulent perdre du poids. Donc, c'est vraiment le côté irréversible où on va vraiment, en fait, apprendre à mincir. C'est toute la différence de juste mincir une fois. Là, on apprend à mincir. Pourquoi je parle de croyances? Parce qu'on peut me dire, oui, mais croyances, c'est des pensées, c'est pas des choses concrètes ça ne va pas nous faire perdre du poids concrètement, en fait. Il faut toujours revenir donc à la base. Ce que tu as dit tout à l'heure, Charlotte, dans mon introduction, c'est que le chef d'orchestre de tout notre corps physique, mais aussi notre corps émotionnel, notre corps mental, c'est le cerveau. C'est lui qui décide, en fait. Eh bien, donc, il faut toujours se rappeler que le cerveau, il émet des pensées, des croyances. Ensuite, ça va générer des émotions. Ensuite, ça va générer des actions, des comportements, des attitudes. Et ensuite, ça va générer des résultats. Donc, dans un projet de perte de poids, le résultat, c'est soit une minceur, une perte de kilos rapide, soit une perte de kilos efficace, c'est-à-dire durable. Moi, ce que j'appelle efficace, c'est durable. Mais en tout cas, on ne part pas des mêmes pensées, en fait. Et donc, les pensées, croyances que je vais vous exposer ce soir, c'est plus des croyances pour mincir rapidement, en fait. Et on va voir que si on est dans ces croyances-là, on ne va pas mincir efficacement, durablement. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais juste, les personnes qui sont avec nous, qu'elles nous disent dans le chat, selon elles, vraiment en 2-3 mots, de façon très spontanée, hein, pas besoin de réfléchir 107 ans, selon elles, pourquoi elles sont en surpoids aujourd'hui. Alors, si les personnes qui nous regardent sont en surpoids, et si c'est des personnes qui sont là juste pour leur curiosité, par leur curiosité, juste pourquoi, en fait, selon elles, la plupart des personnes sont en surpoids. J'aimerais bien quelques commentaires comme ça, parce que je suis sûre que toutes les réponses qu'il va y avoir, je vais les traiter ce soir. Mais voilà, si vous pouvez me dire pourquoi, selon vous, vous ou les personnes de votre entourage sont en surpoids, dans le chat, ça aiderait en fait à la dynamique de cette conférence. Merci. Je passe tout de suite, si ça te va, Nadège, aux réponses des questions. Ça te va? Je te les transmets? Oui. Parfait. Oui, okay. Alors, Yveline dit thyroïde, donc sûrement lié à un problème de thyroïde, hypo, hyper. Gaëtane dit le manque de sommeil. Martine pour des raisons psychologiques. Cathy pour des problèmes émotionnels, Anne-Marie le stress
Et apparemment, elle dit, elle brûle pas aussi peut-être des calories qu'elle consomme. Après, on a Sabine, l'âge, la ménopause qui est rejoint aussi par Edith qui parle de la ménopause. Sylvie qui nous parle de surpoids depuis un burn-out qui a commencé il y a 2 ans. Donc, ça rejoint aussi tout ce qui est problème aussi émotionnel. Pareil pour Cathy, combler un manque. Nathalie, fois parce que elle a des difficultés à bouger à cause d'un pied cassé et elle mange 2 fois plus. Yuyu qui parle d'hormones, d'émotions, de ménopause. Valérie d'âge, de ménopause émotionnelle. Et puis Nicole de soucis personnels. Donc finalement, on peut se rendre compte qu'il y a tout ce qui est par rapport aux émotions, aussi personnel, à tout ce qui est hormonal, thyroïde, ménopause, l'âge éventuellement. Et puis, voilà, on a passé en revue toutes les réponses. Ok, mais merci beaucoup. En tout cas, il y a 1 ou 2 réponses que je n'avais pas, donc du coup, ça va me permettre de peaufiner des présentations futures. Alors, en fait, en général, c'est vrai que j'ai souvent des réponses comme je ne fais pas assez d'activité physique. Alors, il y a eu quand même une personne en difficulté à bouger. Voilà, je ne fais pas assez d'activité physique. C'est génétique, souvent. Parce que j'ai d'autres, je mange mal, je mange trop. Alors, je mange trop, on l'a eu aussi. Je mange mal, j'ai pas de volonté, je manque de volonté. Voilà, je manque de motivation. Je fais quelques jours et puis après, j'arrête. Voilà, il y a souvent des choses comme ça qui reviennent. Donc, la première chose dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est la génétique. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on est en surpoids ou quand une personne est là en surpoids, eh bien, on se dit, en fait, ses parents, ses grands-parents sont en surpoids, ses frères et sœurs sont en surpoids. Donc, en fait, c'est presque normal qu'elles soient en surpoids. C'est presque logique, en fait, cohérent. Voilà, cohérent par rapport à sa famille. Et donc, j'aimerais vraiment vous montrer, et encore une fois, avec des choses très scientifiques, que la génétique, en fait, elle n'a rien à voir là-dedans. Alors, on va revenir vraiment à la base. Donc voilà, je suis en surpoids, mais c'est de famille. Donc, on pense souvent que c'est un peu évident, un peu logique si on a des parents, des grands-parents qui étaient en surpoids. Et donc, on va vraiment revenir à la base de la génétique et on va voir que en fait, c'est pas vraiment la réponse qu'il y a derrière le surpoids. Même ne serait-ce que 20%, ce n'est pas lié à la génétique, pas du tout. Donc, revenons à la base. Notre ADN, c'est notre carte d'identité cellulaire. Il n'y a pas 2 ADN qui sont pareils, sauf naturellement pour les vrais jumeaux. Et donc, il faut distinguer dans nos gènes donc, les ADN codants et les ADN non codants. Ne vous inquiétez pas, je ne dis pas des mots barbares pour rien, hein, c'est pour vous expliquer vraiment les choses. Donc, les ADN codants, finalement, c'est juste 2% et c'est nos gènes. C'est vraiment les gènes. Finalement, c'est juste 2% de tout notre ADN. Et il faut distinguer la nature du gène et l'expression du gène. La nature du gène, c'est vraiment quelque chose qui est irréversible, qui est en nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. On arrive sur Terre avec ce gène. Et on a tous potentiellement des gènes néfastes. Moi, par exemple, j'ai des gènes de cancer. Voilà. Dans ma famille, il y a des gènes de cancer. Je les ai en moi. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir le cancer. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de chances d'avoir le cancer que d'autres personnes. Et ensuite, il y a l'expression du gène. Et ça, au fil de la vie de la personne, ça va être actif ou inactif. Et donc, du coup, on peut se dire, comment ça se fait que ça va s'activer ou pas? Eh bien, ça, c'est l'ADN non codant, donc les 98% qui ne sont pas les gènes, qui vont avoir une influence directe sur est-ce que ce fameux gène néfaste, ou pas d'ailleurs, va s'activer ou pas. Donc du coup, comment ça se fait? Comment ça se fait que les ADN non codants vont activer ou pas? Donc c'est lié à l'environnement. Alors pas l'environnement, l'écolo, l'écologie, on va voir ce que c'est l'environnement, on va voir ce qu'il y a derrière, mais c'est vraiment lié à notre environnement, à ce qu'il y a autour de nous et pas au sens juste visible. Donc,
L'environnement, donc je vous l'ai dit, va avoir une influence sur est-ce que le gène va s'exprimer ou pas, est-ce qu'il va être actif ou pas. L'environnement, il y a deux choses. La première chose, c'est les conditions d'existence. Donc ça, c'est assez basique. L'alimentation, l'activité physique, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on dort bien? J'ai entendu tout à l'heure réveil nocturne, etc. L'environnement social, très important aussi. Et tout simplement, vraiment au sens vraiment très général du terme, la satisfaction qu'on a vis-à-vis de nos journées, vis-à-vis de notre vie. Est-ce qu'on est satisfait de notre vie? Donc déjà, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas connu aujourd'hui, puisque on fait rarement le lien dans les méthodes minceur entre la satisfaction de la personne et sa capacité à perdre du poids finalement. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, c'est notre perception du monde, c'est-à-dire vraiment les schémas mentaux que l'on a du monde et que l'on a de notre place dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui se construit en fait quand on est enfant. Quand on est enfant, quand on est adolescent, il y a des choses vraiment, ça relève de l'éducation, mais ça relève vraiment des choses qui sont transmissibles de génération en génération. Donc là, en fait, on est sur quelque chose de transmissible, mais ce n'est pas des gènes qui sont transmissibles. C'est des croyances, encore une fois. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment notre mémoire inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience qu'on a ces croyances dans notre tête et que ce sont des croyances. On pense que c'est notre vérité, que c'est voilà, la réalité. Et en fait, pour nous, en fait, bah, c'est normal, c'est évident, c'est cohérent, etc. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure au début, Charlotte vous l'a dit aussi, c'est vraiment le cerveau. Et c'est vraiment le cerveau qui chapeaute en fait tout ça, et que ce soit conscient ou inconscient. Hop là, je vais quand même vous préciser quelque chose. Si on s'arrête aux conditions d'existence, on revient sur le fameux ADN qui est différent pour toutes les personnes, sauf pour deux personnes qui sont jumelles. Imaginons deux jumelles, donc deux vraies jumelles, qui ont des conditions d'existence similaires, c'est-à-dire elles ont une trentaine d'années, on dira, et elles ont des conditions d'existence similaires, c'est-à-dire à peu près la même alimentation, à peu près le même niveau d'activité physique, etc. Elles dorment à peu près de la même façon, elles sont satisfaites de leur vie à peu près de la même façon, etc. Mais ces deux jumelles, elles ont été adoptées par deux familles différentes et elles ont grandi dans deux environnements différents. Eh bien, en fait, à 30 ans, l'une peut avoir une capacité à perdre du poids élevée et l'autre, pas du tout. L'autre peut, en fait, cumuler les régimes et est dans cet engrenage de régime, etc. C'est quand même assez fou puisqu'elles ont le même ADN à la base. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas transmissible au sens génétique, au sens physique. Par contre, c'est transmissible au sens cérébral, au sens vraiment, vraiment croyant, c'est vraiment pensée et transgénérationnel, en fait. Je vais conclure par une citation que j'ai trouvée dans un journal. Alors, il y a énormément de citations dans les journaux scientifiques, pardon, mais il y en a une qui m'a énormément marquée et je voudrais vous la partager. Donc, c'est le British Medical Journal, c'est de 2017 et ça n'a toujours pas été 6 ans après, annulé, en fait, c'est toujours d'actualité. L'héritage génétique n'empêche pas de perdre du poids. C'est-à-dire que vos parents, vos grands-parents, etc., peuvent être en surpoids. Ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas la capacité de perdre du poids. Et on va quand même encore plus loin. Le fait d'être porteur de la variation génétique associée à un risque accru d'obésité, donc en résumé, en langage un peu plus vulgarisé, le fait d'être porteur du gène de l'obésité, puisqu'il y a des personnes qui sont porteurs de ce gène-là, n'affecte pas du tout la capacité d'un individu à perdre du poids. On peut avoir le gène de l'obésité, donc la fameuse nature, est-ce qu'il est là ou pas là, ce que je vous disais tout à l'heure, et en fait, il peut ne jamais s'exprimer dans la vie de la personne. Et ça, c'est par rapport à l'environnement de la personne, par rapport notamment à la perception du monde et à toutes ses croyances, donc à son cerveau. C'est le cerveau qui fait tout. Voilà. Avant de passer
à la suite. Est-ce qu'il y a des questions, Charlotte? Alors, pour le moment, non. Je pense que tout le monde t'écoute assidûment. Donc, je te laisse continuer. Ok, bon. Alors, donc, ensuite, on va parler de la fameuse volonté ou motivation. Donc ça, c'est énormément de choses que j'entends qui veulent se débarrasser de leur surpoids. C'est je manque de volonté, c'est-à-dire que pendant quelques jours, voilà, je me restreins, je fais attention. Alors le faire attention, il revient beaucoup, mais en fait, je ne tiens pas sur la durée. Voilà, je n'ai pas de motivation, etc. Et c'est pour ça finalement que je suis en surpoids. Alors, on va vraiment s'arrêter sur cette croyance parce qu'elle est hyper importante, cette croyance, parce que en fait, si on a cette croyance, eh bien, on développe le fait, on développe et on participe à garder en fait le fait qu'on n'est pas capable de perdre du poids. Donc, revenons au processus de la volonté. Alors, il faut se rappeler que 95% de notre fonctionnement, en fait, c'est automatique, c'est des réflexes. On fait les choses sans vraiment réfléchir à est-ce qu'on va les faire ou pas, et on va même jusqu'à conduire carrément. Sans vraiment dire on passe la première, la deuxième, on le fait de façon naturelle. Finalement, notre cerveau, il est très peu sollicité pour des nouvelles choses où il n'a pas à agir en pilote automatique. Et tout ça, en fait, c'est construit dans les premières années de notre vie avec des enregistrements des comportements, encore une fois, des croyances, des pensées, puisque, je vous répète, les croyances et les pensées sont le début, en fait, de toute chose, de tout résultat dans notre vie. C'est le début, ça commence par une pensée, même une pensée qui dure une fraction de seconde, avec 2-3 mots-clés, et puis ensuite, il se passe des choses. Mais aujourd'hui, en fait, le cerveau joue un rôle essentiel dans tous nos schémas, dans tous nos comportements, et donc, il faut revenir au processus de la volonté pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière et est-ce que c'est vraiment une cause du surpoids. Derrière la volonté, il y a 3 choses. Il y a le fait de vouloir quelque chose, le fait de décider de se donner les moyens d'y arriver, et la 3e chose, de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on peut vouloir quelque chose et puis c'est tout, on s'arrête là. Comme par exemple, on peut vouloir changer de voiture, on peut vouloir redécorer sa maison, on peut vouloir changer de travail, mais on peut vouloir ces choses et en fait, ça reste pendant 15 ans la même chose. Voilà, quitter son mari, par exemple. Et puis, ça reste pendant 15 ans dans sa tête, en fait, et on passe jamais à l'action. Et donc, du coup, c'est au niveau de la deuxième étape qu'il y a quelque chose d'important, c'est au niveau de la décision, se donner les moyens d'y arriver. Et donc là, c'est vraiment le cerveau, encore une fois. C'est vraiment au niveau de cette deuxième étape que ça pêche, parce que tant qu'on ne décide pas clairement et on ne met pas en place les moyens d'y arriver, il ne se passe rien. Alors, pourquoi on ne prend pas la décision ? Eh bien, tout simplement, hop là, j'ai oublié quelque chose. Eh bien, tout simplement parce que ça va à l'encontre des objectifs du cerveau, quand on parle de perte de poids, et on va voir en fait c'est quoi les objectifs du cerveau. Le cerveau, il a 2 objectifs qui en fait sont un seul objectif, mais c'est une pièce à double face, on dira, mais on va voir ce que c'est. Alors, si on part du principe que le surpoids, c'est un manque de volonté, c'est comme si on disait que les personnes qui essayent de perdre du poids sont des feignasses. Pourquoi ? Parce que les personnes n'agissent pas, c'est-à-dire elles ne passent pas à l'action. Et quelqu'un qui ne passe pas à l'action, en général, voilà, qui est tout le temps dans le « il faudrait que je le fasse, mais je ne le fais pas », eh bien, c'est souvent lié à des fainéants. Donc, si on part du principe que les personnes qui suivent un régime et qui abandonnent, parce qu'il y a 95% des personnes qui commencent un régime et qui ne vont même pas au bout du régime, en fait, qui abandonnent, eh bien, on part du principe que ces personnes-là, donc 95% des personnes, sont des feignasses, alors que pas du tout, puisque justement, les personnes qui multiplient les régimes, il faut une sacrée volonté pour à chaque fois
se dire, allez, je teste une autre méthode, j'y crois, j'y vais, etc. Je fais des achats, je vais à des rendez-vous, etc. Donc, il faut quand même une sacrée volonté, un sacré courage aussi. Donc, ce n'est vraiment pas cette raison-là. Et maintenant, on va voir donc ce que je vous disais tout à l'heure, les deux objectifs de notre cerveau. Donc, diminuer l'inconfort et poursuivre le plaisir. Donc, quand on dit que le cerveau, c'est le chef d'orchestre de notre corps, de notre être, voilà, de notre être en général, eh bien, en fait, lui ce qu'il veut, le cerveau, c'est juste prendre son pied et éliminer toutes les choses qui lui sont inconfortables. Voilà. Donc, du coup, tout ce qui est régime, etc., il n'a pas envie, en fait. Il n'a pas envie, voilà, il n'a pas envie d'avoir des restrictions, il n'a pas envie d'avoir des choses fades. Lui, il veut juste prendre du plaisir. Et quand il a accès à du plaisir, eh bien, il en veut encore. Et c'est normal. Il y a 4, donc ça vous avez sûrement entendu déjà, hein, 4 hormones qui sont liées au plaisir, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. Et il y a 4 sources naturelles de ces hormones de plaisir. C'est des sources très primaires en fait, hein. La nourriture, le sommeil, la connexion sociale et le sexe. C'est des choses qui sont dans la pyramide de Maslow, vraiment des besoins très primaires de l'être humain. Quand on mange, voilà, on se sent bien, on a vraiment du plaisir. Quand on fait une bonne nuit de sommeil, on a vraiment, voilà, on se sent bien au lever. Pareil, quand on a des connexions sociales avec des amis, avec notre famille, etc., on se sent bien, on se sent nourri émotionnellement. Et évidemment, le sexe, je ne vais pas vous faire un dessin. Eh bien, en fait, notre société, elle a amplifié ces sources de plaisir qui sont des sources primaires. C'est-à-dire, bon, avec le sexe, la pornographie, tout simplement. Les connexions sociales, on va retrouver eh bien, les réseaux sociaux, déjà, pour commencer. Mais on commence à retrouver, alors, c'est pas qu'on commence, c'est qu'on commence à le dire que tout ce qui est Netflix et compagnie, c'est aussi un petit peu la société qui a amplifié les sources de plaisir par rapport à nos connexions sociales, puisqu'on va s'identifier en fait aux personnages, on va avoir envie de découvrir comment ils vont évoluer, etc. Le sommeil, eh bien, tout ce qui est médicaments pour dormir, etc. Ça va être aussi ça. Et évidemment, le plus gros, c'est la nourriture avec la malbouffe et bien sûr tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras et le combo des deux, sucré et gras, c'est encore plus. Sauf que la nourriture, c'est finalement ce qui est le plus exploité par la société et ce qui est le moins montré du doigt. Voilà. En général, regarder de la pornographie, c'est pas bien, c'est mal. En général, traîner 4 heures sur les réseaux sociaux, c'est pas très bien quand même. Prendre des médicaments pour dormir, c'est pas très bien quand même. Par contre, les magasins sont remplis de malbouffe et c'est pas grave. C'est devenu en fait dans notre société tout à fait normal. Voilà. Donc du coup, quand on va venir manger, alors là je reste sur la nourriture, hein, quand on va venir manger des choses qui sont grasses, sucrées ou le combo des deux, ça va venir activer un circuit de récompense dans le cerveau. C'est-à-dire que finalement, en fait, la société, elle a prévu, elle a construit des choses qui font le rôle du cerveau. Donc du coup, le cerveau, quand il voit arriver des choses grasses et sucrées, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, tiens, hop, il retient que ça va lui donner du plaisir et donc il en veut encore, ça va créer une habitude et ça va créer une addiction et surtout, le cerveau va retenir. Il va retenir que cet aliment, ça lui procure du plaisir, cet aliment, ça lui procure pas grand-chose. Voilà. Et surtout, c'est des choses qui vont être vraiment, le plaisir va être extrapolé. Je prends toujours l'exemple du Nutella. Alors, j'adore le Nutella, je mange du Nutella, hein, je vous rassure. Mais avant que le Nutella existe, on se contentait de noisettes, de cacao et de lait et on trouvait ça très bon. Et puis, la société a inventé le Nutella et aujourd'hui, c'est un des produits les plus vendus au monde. Donc, le rôle de la nourriture, il a complètement été détourné par notre société. Parce que à la base, nourriture, ça commence par nourrir, c'est pour nourrir nos cellules et pas pour se faire plaisir ou pour
pour compenser des émotions inconfortables. Voilà, pour nourrir, pour faire fonctionner notre corps. À la base, c'est ça en fait, pour faire fonctionner nos cellules, pour qu'on ait de l'énergie pour notre quotidien, vraiment dans notre vie de tous les jours, pour parler, conduire, etc. Mais en aucun cas pour compenser nos émotions inconfortables. Voilà, donc ça je vous l'ai dit. En fait, voilà, la nourriture aujourd'hui, en fait, elle vient en fait remplir les objectifs de notre cerveau. Donc en fait, notre cerveau, il n'a plus rien à faire. Notre cerveau, juste il attend qu'on lui donne de la nourriture grasse et sucrée. Et puis voilà, il n'a plus rien à faire, il est satisfait en fait. Donc du coup, il a tout intérêt, lui, à attendre qu'on lui donne ces choses-là. Mais en fait, quand on est accro à ce type de choses, c'est signe d'une bonne santé mentale, puisque ça veut dire que notre cerveau, eh bien, il reconnaît en fait les choses qui participent à ses objectifs. Donc du coup, tout est OK, voilà, tout le monde est content. Et en fait, on perd l'habitude d'écouter notre corps en termes de signaux de faim, en termes de satiété et surtout en termes de dysfonctionnement corporel. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, si en continu, on donne de la malbouffe, ce que j'appelle moi la malbouffe, c'est des aliments transformés, hein, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger uniquement des choses naturelles, hein, c'est pas ça, mais en fait, on se dissocie de notre écoute corporelle et de nos sensations physiques. Finalement, on se dissocie complètement de notre corps et on laisse ça sous la responsabilité de la société, finalement, de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est le chef d'orchestre de notre corps, notre cerveau. Et en fait, il ne peut que être en accord avec ce surpoids puisque un régime, il ne nous procure aucun plaisir. À partir du moment où on est au régime, où on a des règles, ben, on n'est plus libre. Et donc, du coup, le cerveau, lui, il ne prend pas de plaisir à ne pas être libre, à ne pas avoir comment dire, à manger spontanément, finalement, quand il en a envie. Donc, du coup, en fait, il n'est pas OK avec ça et il est plus OK avec le fait de garder le surpoids. Donc, quand je vous dis que le cerveau, c'est le chef d'orchestre de notre corps et qu'il n'est pas OK avec le fait d'entamer un projet de perte de poids, et bien du coup, on est dans un cercle vicieux et finalement, ça ne peut pas durer sur le long terme. Et donc, finalement, ne pas tenir un régime, en fait, c'est bon signe. Nos efforts pour mincir, en fait, je vous l'ai dit, je le redis sous une autre forme, mais en fait, c'est vécu comme une agression par notre cerveau, comme si on le mettait en prison, en fait. Voilà. Et nos craquages alimentaires, nos compulsions, etc., en fait, c'est signe de santé cérébrale. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais d'ailleurs, donc il y a 90% des personnes qui échouent, on va le voir par la suite, mais je le dis là aussi, qui échouent un projet de perte de poids. Donc, en général, on me dit, OK, mais comment font les 10% 10%, comment ils font? Comment ils y arrivent? Bien, oui, ils vont y arriver, certes, mais au détriment de leur santé psychique et ils vont développer donc ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire, sachant qu'il n'y a pas que la boulimie et l'anorexie comme troubles du comportement alimentaire, on va le voir tout à l'heure. Il y a des choses beaucoup plus anodines en fait que moi et que je suis sûre que la plupart des personnes qui nous écoutent ce soir ont déjà vécu. Donc la solution, en fait, c'est faire coïncider les désirs de notre cerveau avec notre désir de perte de poids, avec notre désir de rectifier cette enveloppe corporelle. Tant qu'on ne fait pas ça, tant que le cerveau n'est pas OK avec ça, on ne peut rien faire sur le long terme. On peut faire des choses sur le court terme, mais pas sur le long terme. Si le cerveau est d'accord avec le surpoids, en fait, il n'est jamais OK avec l'excès de stress, les pensées négatives et les émotions inconfortables. Parce que, encore une fois, il poursuit le plaisir, mais lui, ce qu'il veut surtout, c'est pas d'inconfort. Lui, il veut une vie pépère, une vie cool, une vie remplie juste de kiff et c'est tout. Donc, voilà. Donc, si on ajoute un régime où, du coup, on doit plus cuisiner, on doit plus manger de légumes alors que nous, on n'a pas envie de manger de légumes,
on doit compter, on doit peser, etc. Tout ça, c'est du stress, c'est des contraintes et le cerveau, il veut vraiment pas. Tu voulais dire quelque chose, Charlotte? Non, je te rejoins. Ok, voilà. Je te rejoins là, déjà, juste l'idée de se dire, de compter, de faire attention, de manger des choses qu'on aime moins, etc. Bon, je te rejoins sur le fait que ça soit pas forcément le meilleur chemin. Voilà, donc en fait, le cerveau, il veut pas tout ça, il veut pas de contraintes, de contrôle. Et puis, je dis souvent, faut quand même revenir à la base. Manger, c'est quelque chose qui nous maintient en vie. Donc, y associer du contrôle, en fait, c'est malsain. C'est un peu comme, revenons encore une fois aux choses très primaires. Alors, je vais dire quelque chose qui va faire rire la plupart des personnes, je pense, mais donc, si on revient sur le sexe, imaginons que on nous dise que on a le droit de faire l'amour que le lundi. Voire pire, il faut, c'est-à-dire qu'après 18 ans, il faut faire l'amour que le lundi. C'est aberrant, ça serait aberrant en fait. Alors, si on revient au sommeil, par exemple, le sommeil, on peut faire des grasses matinées que le mardi. Les autres jours, on n'a pas le droit. Les autres jours, c'est mauvais. Imaginez qu'on ait une croyance dans notre tête qui nous dise que faire des grasses matinées en dehors du mardi, c'est très mauvais pour la santé. On trouverait ça complètement fou. Mais en fait, pour tout ce qui est calories, grammes, etc., c'est aussi fou. C'est exactement la même chose. On associe du contrôle à un acte qui est très basique, qui nous maintient en vie, c'est le fait de manger. Je vais passer à la suite. Oui. Oui. Juste un partage aussi de Evelyne qui dit il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ça rejoignait juste ce que tu disais. Exact, oui. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou remarques, questions dans le chat? Pour le moment, non. Ça donne envie d'aller plus loin et de voir justement quelles sont les pistes. Ok. La troisième chose, le troisième élément, il y a des personnes qui l'ont dit un petit peu, c'est l'activité physique. Alors, je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en replay et qui culpabilisent un petit peu de ne pas faire assez de sport ou d'activité physique, ne pas bouger assez, vont être très surprises parce que je vais avancer maintenant. Donc, cette personne est en surpoids car elle ne bouge pas assez. Est-ce que c'est une croyance ou pas? On va le voir. Alors, il y a deux façons de pratiquer du sport. La première, c'est avec un objectif plaisir, c'est-à-dire qu'on va choisir la discipline sans vraiment rien attendre en retour. C'est plus, en fait, on va passer un moment de connexion sociale avec d'autres personnes, alors même si c'est seul d'ailleurs, de fun, en fait. Et donc, du coup, ça va contribuer à notre cerveau, au premier objectif, qui est de poursuivre le plaisir. Puisque, le vendredi soir, je vais à la séance de danse parce que j'aime danser et puis basta. Il n'y a pas une arrière-pensée de je vais dépenser des calories et je vais maigrir. C'est pas ça. Ça, c'est la première façon de pratiquer du sport. La deuxième façon, c'est quand on veut mincir. Donc là, je l'ai fait pendant des années, quand j'avais une vingtaine d'années, où je cherchais quel est le meilleur sport pour perdre du poids. Voilà, c'est pas je vais me faire plaisir, c'est le sport le plus efficace, où il y a le retour sur investissement le plus important. Donc, du coup, là, on va à l'encontre du deuxième but de notre cerveau, qui est de diminuer l'inconfort. Puisque, quelque part, en fait, c'est un petit peu forcé. Et donc, on va y associer des pensées négatives. C'est-à-dire, ce soir, par exemple, s'il est 9h le matin, ce soir, j'ai sport, il faut vraiment pas que je décide au dernier moment de ne pas y aller, il faut que je m'y tienne, voilà, et puis une fois arrivé à la salle de sport, vivement que la séance se termine, vraiment, je fais l'effort, je donne mon max, mais vraiment que ça se termine. Donc en fait, c'est pas du tout un moment de plaisir. À la fin de la séance, il y a des pensées comme mais vraiment, c'était vraiment difficile, je sais pas si je vais y retourner, etc. Mais bon, j'ai quand même perdu des calories, voilà. Tout ça, en fait, c'est vraiment des mauvaises pensées qui participent en fait à vous faire arrêter rapidement cette discipline
ou de toute façon à vous contraindre dans ce projet de perte de poids. Et encore une fois, le cerveau, il ne veut absolument pas ça. Alors que finalement, choisir un sport, certes, où il y a une dépense calorique qui est moins importante, mais où vous prenez du plaisir, va participer en fait à votre santé émotionnelle, votre santé psychique, et de façon indirecte, ça va participer plus à votre perte de poids qu'un sport choisi juste pour mincir. Alors, je vais revenir sur les composantes de la dépense énergétique parce que, voilà, je pouvais m'arrêter là et puis on peut me dire, oui, mais bon, quand même, la dépense calorique et tout, ça existe, etc. Alors là, c'est là que je vous dis, il y a certaines personnes qui ne vont pas encore leurs oreilles. Donc, revenons à la dépense énergétique quand on fait du sport. Enfin, quand on fait du sport, quand on a une activité, même ne serait-ce que juste marcher, conduire et parler. Hein. Il y a 3 choses. La première, c'est notre métabolisme de base. C'est environ 60 à 80% des dépenses générées par le corps au repos. Ensuite, il y a donc quand on mange, en fait, donc ce qu'on appelle la thermogénèse. À chaque fois qu'on mange, on produit de la chaleur et ça, on dépense de l'énergie. C'est environ 10%. Et il y a donc toute notre activité, donc c'est vraiment moi le fait de parler, le fait de se laver les dents, de conduire, de marcher, de faire du sport aussi, mais c'est toute notre activité, c'est environ 10 à 30% selon les personnes. Eh bien en fait, cette activité-là, elle peut nous faire perdre du poids, mais uniquement à court terme. C'est-à-dire quand il y a une différence entre l'avant et l'après. Une différence entre avant, je ne fais pas de sport et après, je fais du sport. Ou j'ai augmenté vraiment considérablement. Pourquoi je vous dis ça? Et là, je vais vous parler donc du coup d'un fameux peuple qui marche 50 km par jour et qui ne dépense pas plus que moi d'énergie, qui passe 8 heures par jour devant mon PC, les fesses sur ma chaise. En fait, notre métabolisme, donc ce que je vous ai dit ici, là, hop, le métabolisme de base, en fait, il s'adapte à notre mode de vie. Donc, évidemment, quand on commence une nouvelle activité, oui, sur le court terme, il va y avoir une dépense d'énergie et donc il peut y avoir une perte de kilos sur du court terme. Mais très rapidement, notre métabolisme, il va s'adapter et la dépense énergétique, elle va devenir stable. Donc, il y a de nombreuses études sur les dépenses d'énergie. Tous les ans, il y a des études. Et donc, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est un peuple nomade, donc de chasseurs-cueilleurs. Il en existe encore. C'est un peuple africain, donc les Hadza, c'est un peu difficile à prononcer. Donc, ils sont nomades et ils marchent plus d'1 marathon par jour, ce qui est énorme. Et pas de temps en temps, hein. Ils font tous les jours. C'est leur mode de vie, en fait. Hein. Eh bien, en fait, ces personnes-là ne dépensent pas plus qu'une personne assise devant son PC toute la journée. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas de différence entre avant et après. Ils sont comme ça. C'est leur mode de vie, c'est leur métabolisme. Donc, sur le long terme, le sport ne fait pas perdre du poids. Il fait perdre du poids sur le court terme quand il y a une différence entre l'avant et l'après. Mais sur le long terme, non. Sur le long terme, il fait du bien voilà, à notre cerveau, il nous apporte des émotions confortables, des hormones, la dopamine, etc. Mais sur le long terme, il ne peut pas nous faire perdre du poids, sauf, évidemment, ça peut nous sculpter, bien sûr. Hein, je dis toujours, le sport, ça sculpte, mais en termes de perte de poids irréversible, ce n'est pas une solution. Et cette fausse croyance sur le sport, sur le sport lié à la perte de poids, c'est pas du tout le fruit du hasard. C'est montré du doigt en fait par la science, par les chercheurs scientifiques qui en fait accusent l'agroalimentaire de trop insister sur la façon dont le sport peut lutter contre le surpoids. En gros, mangez nos cochonneries, de toute façon vous faites du sport ensuite et vous allez éliminer. Voilà. C'est ça en fait. Mangez mieux, pas trop, bougez plus, oui, c'est ça l'argument qui est mis en avant, alors que sur le long terme, ce n'est pas vraiment une solution.
Mais par contre, sur le court terme, oui. Moi, je sais que voilà, quand j'ai un événement 2-3 semaines plus tard, par exemple un mariage, quelque chose comme ça, bah, oui, c'est vrai que je me restreins en termes de calories, je fais un peu plus d'activité et oui, je perds du poids. Mais je reprends très vite ce poids. Voilà. Le sport, c'est une solution si on veut mincir vite, mais pas si on veut éviter l'effet yo-yo. De toute façon, toutes les solutions qui sont pour perdre du poids rapidement sont aussi ces mêmes solutions qui vont faire l'effet yo-yo, qui vont participer à l'effet yo-yo. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, toutes les méthodes minceurs sont basées sur une perte de poids rapide, tout simplement parce que nous sommes dans une société de consommation où on veut tout tout de suite et maintenant, etc. Et je m'englobe aussi là-dedans, hein, je ne suis pas une sainte. Hein. Mais voilà, on est habitué en fait à vouloir à avoir les choses rapidement. Et aussi, c'est un fort argument marketing de dire, avec cette méthode, on va perdre 10 kilos en 2 mois parce que les personnes voient en fait le chemin à parcourir qui est court. Et surtout, les résultats avec ces méthodes sont assez rapides. Donc, les personnes vont en parler autour d'elles et ça va faire boule de neige, etc. Mais, encore une fois, l'effet yo-yo, il est très présent. Les chiffres, c'est 90% des personnes qui font un régime reprennent le poids dans les 2 ans qui suivent. 80% dans la première année et 90% dans la deuxième année. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Vraiment, déjà là, ça offre pour, alors, je pense pour la plupart, une autre manière aussi de voir les choses, et notamment par rapport au sport. Alors le sport, ça peut nous être profitable, hein, comme tu disais, pour le plaisir, pour sculpter le corps, pour aussi la conscience du corps, les émotions, la sociabilité, etc. Pour, comme tu dis, aider, mais très rapidement, mais pas forcément sur le long terme. Et Stéphanie pose la question, ok, le sport, et qu'en est-il de tous les métiers où il y a des décalages au niveau horaire, des décalages par rapport justement aux prises alimentaires, le fait de travailler les nuits, les déplacements, notamment en tant qu'hôtesse de l'air, et puis qu'en est-il aussi de tout ce qui est addiction à l'alcool, au sucre, etc. Alors, qu'en est-il, c'est-à-dire qu'en est-il par rapport à l'impact? Oui, c'est ça, et la prise de poids, justement, est-ce qu'il y a vraiment une prise de poids, un impact par rapport au travail de nuit, au travail en décalage, par rapport aux addictions? Alors, par rapport au décalage horaire, oui, il y a un impact, mais en fait, il faut trouver une solution adaptée au contexte de vie de la personne et pas essayer une solution qui va contraindre la personne. C'est-à-dire que, en fait, le fait que la personne ait un travail de nuit, c'est une hypothèse de base, et la solution pour perdre du poids doit englober cette hypothèse. Je prends autre chose. Si la personne, elle n'aime pas cuisiner, si vraiment cuisiner pour elle, c'est vraiment une contrainte, j'accompagne plein de personnes qui sont dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elle ait une méthode où elle passe du temps dans sa cuisine, en fait. Ça ne sert à rien. Si la personne, elle a des enfants en bas âge et que le matin, ce n'est pas possible pour elle de se faire un petit déjeuner équilibré, ça ne sert à rien d'avoir une méthode où elle va devoir se faire un petit déjeuner équilibré, puisqu'en fait, les contraintes de la vie, familiale, professionnelle, etc., vont toujours passer au-dessus des contraintes du régime en question. Oui, donc il faut que ça soit adapté vraiment à la personne, au goût et aux élans aussi. Exactement. Donc, si la personne elle a un travail de nuit, eh bien, la méthode pour perdre du poids doit être adaptée à son travail de nuit. Alors, on est vraiment sur on n'est pas uniquement sur des horaires différentes, hein, on est vraiment sur un cycle différent, puisque le corps, s'il ne reçoit pas assez de lumière la journée, eh bien, il est impacté. Et donc, on doit aussi compenser ça, le fait qu'il ne reçoit pas assez de lumière la journée, par exemple. Ensuite, la deuxième chose, c'était sur les addictions.
Oui. Alors oui, en effet, il y a évidemment un impact des addictions sur la perte de poids, mais il faut savoir aussi que, alors quand je dis addiction, c'est aussi compulsion alimentaire. Hein. La compulsion alimentaire, c'est le début de l'addiction finalement. C'est les prémices de l'addiction. On peut avoir des compulsions alimentaires pendant 15 ans et ne jamais tomber dans l'addiction. On peut directement tomber dans l'addiction, mais les deux sont quand même liés et se ressemblent quand même au niveau des schémas cérébraux. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'addiction que on a nos capacités de perte de poids qui tournent à plein régime. Nos émotions, et il y a beaucoup de personnes qui ont parlé des émotions tout à l'heure, nos émotions, en fait, peuvent vraiment, même s'il n'y a pas de compulsion, même s'il n'y a pas d'addiction, peuvent bloquer notre capacité naturelle à perdre du poids. En fait, on a une capacité naturelle à perdre du poids, c'est notre capacité d'élimination. Donc, on a quatre fonctions naturelles. Le corps humain a 4 fonctions naturelles, dont la fonction d'élimination. Et à partir du moment où on a quelques kilos en trop, que ce soit 5 kilos, que ce soit 30 kilos, ça veut dire que cette fonction d'élimination, elle est soit endommagée, c'est-à-dire vraiment, au niveau de nos organes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit elle est, donc ce qu'on appelle, donc en anglais, c'est frozen, gelée. Et qu'est-ce qui gèle cette fonction d'élimination? C'est nos émotions. C'est-à-dire que ça ne va pas, les émotions, s'il n'y a pas d'addiction, s'il n'y a pas de compulsion alimentaire, ça ne va pas nous faire prendre du poids, puisqu'il n'y a pas de compulsion alimentaire, mais ça va nous empêcher d'en perdre. C'est le contraire, en fait. Et évidemment, quand il y a des compulsions et des addictions, ben, ça rajoute encore plus. Mais, mis à part les calories qu'on ingère en plus, il n'y a pas de choses supplémentaires. Voilà. Mais en tout cas, qu'il y ait compulsion ou pas, la gestion de nos émotions peut nous empêcher de perdre du poids. Voilà. C'est intéressant, ça, cette fonction d'élimination. Peut-être que ça sera revu. En tout cas, j'en profite avant de continuer avec les questions et que tu puisses aussi continuer la conférence, simplement pour dire qu'on va aller en profondeur davantage, on va aller plus loin avec toi, Nadège, puisque tu nous proposes un atelier mardi 27 juin, c'est tout bientôt, à 20h30, justement pour, alors là c'est quelque chose de bien spécifique, c'est modifier notre relation au temps pour mincir efficacement. Pendant cet atelier, eh bien, vous allez avoir une succession de prises de conscience concernant justement les liens avec notre agenda et notre surpoids. Tu vas sûrement développer ça, nous expliquer. Et nous allons aussi voir également le rôle encore plus de notre cerveau par rapport à cette capacité à mincir durablement. Donc peut-être que nous allons aussi aller en profondeur par rapport à ces fonctions-là. Et puis, ça va vous permettre d'amorcer le processus d'amincissement de façon fiable et pérenne. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, avant de continuer la conférence et puis de prendre des questions, mais sur l'atelier que tu proposes par rapport à cette relation au temps pour mincir efficacement? Alors, donc aujourd'hui, pendant cette conférence, finalement, on regarde un petit peu les croyances, les pensées qui sont à la base d'un projet de perte de poids qui est finalement voué à l'échec, puisque on va peut-être perdre du poids rapidement, mais en tout cas pas efficacement. Et surtout, la conclusion de tout ça, c'est que c'est notre cerveau qui décide de tout et que nos croyances, en fait, sont la base. Si on nous dit quoi manger, combien, etc., mais nos croyances ne sont pas les bonnes, ça ne sert strictement à rien. Et donc, du coup, la semaine prochaine, le mardi 27, on va voir du coup les croyances à injecter dans notre cerveau pour que ce soit irréversible. Et ces croyances, elles sont fortement liées à notre relation au temps. De toute façon, beaucoup de choses en fait dans notre vie sont liées à notre relation au temps. Est-ce que finalement, est-ce que ce qu'il y a dans notre agenda participe ou pas à la poursuite du plaisir du cerveau?
et dans quelle mesure aussi il évite les inconforts dans la journée, donc que ce soit au travail, dans notre famille, avec voilà, nos enfants. Et c'est lié aussi donc à, tout à l'heure je vous ai dit, nous avons 4 fonctions naturelles. Donc, je n'ai parlé de la fonction d'élimination, mais c'est aussi lié à une autre fonction qui est la fonction d'expression. Est-ce que nous sommes pleinement nous-mêmes? Est-ce qu'à la fin de la journée, nous sommes fiers de la personne que nous avons été? Est-ce qu'on a été authentique? Et c'est vraiment lié à cette relation au temps, parce que plus on prend conscience que nous sommes de passage, et plus on a envie d'être authentique. Parce que plus on avance dans le temps, d'ailleurs, je fais toujours référence à ça. Donc c'est vraiment une étude. Moi, j'aime beaucoup les études scientifiques. Hein. Les études, c'est vraiment une grosse étude qui a été réalisée auprès des personnes vraiment en fin de vie sur leurs regrets. Et le regret numéro 1, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils avaient envie de vivre, en fait, d'avoir été en pilote automatique. Et donc, pilote automatique, c'est vraiment ce qu'il y a dans notre agenda. Et qui il y a dans notre agenda? Qu'est-ce qu'il y a? Qui il y a? Et notre place dans tout ça. Est-ce qu'on est une réponse à ce qu'attendent les autres, ou est-ce qu'on est pleinement nous-mêmes? Eh bien, tout ça, ça a une incidence sur notre capacité à perdre du poids. Et ben déjà, je voulais juste rajouter merci et bravo aussi d'aborder ce sujet-là sous cet angle-là qui n'est pas finalement ce qu'on voit régulièrement, et je trouve ça très intéressant, et je te rejoins aussi sur cette manière de voir les choses. Donc super, hâte aussi d'être là la semaine prochaine pour aller plus loin avec toi, et que vous puissiez tous aussi aller plus loin et découvrir et reprogrammer votre cerveau. Et justement, quand on parle, alors il y a 2 questions. Quand on parle de reprogrammation, j'aime bien la remarque d'Yveline qui dit je ne dis plus perdre du poids, car quand on a perdu quelque chose, on fait tout pour le retrouver. Très bien. Oui, oui. Les mots ont une importance. Les mots ont une importance extrêmement. Voilà, quand on pense des mots, quand on les dit à haute voix, c'est hyper structurant pour nos projets, nos envies, etc. Donc, en effet, le mot perdre n'est absolument pas approprié quand on souhaite obtenir quelque chose. Oui, oui, parce que vous parlez de toute façon à votre subconscient, donc vous faites des autosuggestions. Et donc, il y a une autre personne qui dit, par rapport au sport de tout à l'heure dont tu parlais, elle a un exemple, elle se demande pourquoi ça s'est passé comme ça pour une personne qu'elle connaît, un proche qui s'est mis à la course à pied il y a quelques années, et il a beaucoup perdu de poids et n'a jamais repris ce poids. Pourquoi ? Alors, oui, alors du coup, c'est un contre-exemple de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, en fait, il peut y avoir beaucoup de paramètres à ça. Chaque personne a un historique corporel qui lui est propre. Il peut y avoir d'autres choses, en fait. Peut-être que cette personne, justement, elle s'est mise au sport parce qu'elle a eu un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel participe au fait qu'elle n'ait pas repris le poids. Ou peut-être qu'elle a eu un entraînement très, comment dire, qui est monté crescendo, et à chaque fois, en fait, il y a eu un avant-après, il y a eu une différence. Alors bon, au bout d'un moment, dans la course à pied, on ne peut pas non plus évoluer vitam aeternam, mais il y avait un moment où on atteint un palier. Mais voilà, peut-être que ça c'est, en fait, pour moi, ce qu'il y a de plus logique à ça, c'est des chocs émotionnels qui se sont ajoutés à ça, et qui, en fait, c'est pas parce qu'il s'est mis... Alors, au début, c'est parce qu'il s'est mis à la course à pied, mais c'est la base, en fait, c'est les chocs émotionnels. D'ailleurs, une personne, quand elle se met comme ça à un sport de façon assez intensive comme ça, c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être pas un choc émotionnel, mais il y a quand même une raison derrière. Merci. Alors,
Pour toutes les personnes qui souhaiteraient là justement participer à cet atelier de la semaine prochaine, il y a le lien là qui a été mis par l'Académie de la Nouvelle Vie dans le chat. Donc il suffit simplement de cliquer dessus et vous allez voir en bas de la page, vous allez pouvoir vous inscrire. Pour les personnes qui vont regarder là cette conférence en replay, soit sur l'Académie de la Nouvelle Vie sur notre site ou bien sur YouTube, et bien juste en dessous, en bas de la page pour l'Académie de la Nouvelle Vie et en dessous dans la description, vous aurez aussi le lien. Et sachez qu'en vous abonnant sur la chaîne YouTube l'Académie de la Nouvelle Vie, vous recevez directement aussi les notifications dès qu'il y a une nouvelle conférence. Alors, c'est le moment aussi de vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, vous avez simplement à cliquer et je vous rappelle qu'en ce moment, depuis quelques mois avec l'Académie de la Nouvelle Vie et les intervenants, vraiment, il y a des cadeaux puisque cet atelier est proposé à un prix vraiment très abordable et en plus, il est téléchargeable pour aussi s'adapter là et bien à cette période peut-être délicate pour certains, pour que ça puisse vraiment être accessible pour vous. Alors profitez-en. Voilà, je ferme là la parenthèse, mais vraiment c'est aussi cadeau, c'est aussi des cadeaux que vous pouvez vous faire si bien sûr vous avez l'élan. Bien sûr, c'est votre liberté aussi de sentir ça. Alors Nadège, si tu veux bien, je te laisse avancer un peu vers la fin de la conférence. Je te laisse la parole. Alors, oui, c'est bon. Donc maintenant, on va venir sur les régimes et les rééquilibrages alimentaires, la chose à la mode, hein, et les diététiciennes. Les diététiciennes, alors quand j'ai dit diététicienne, ce que je veux dire, c'est les personnes qui accompagnent les personnes en surpoids à se débarrasser de leur surpoids. Je ne pointe pas forcément les diététiciennes, mais c'est les spécialistes de la minceur, on dira. Alors, voilà, ce rééquilibrage alimentaire, je mange de tout. C'est pas restrictif, je mange de tout en étant raisonnable. C'est en général ce que les personnes disent et elles sont plutôt contentes au début, bien sûr. Alors, c'est quoi la définition d'un régime? Un régime, c'est quand il y a des informations extérieures à notre corps qui vont venir en fait dans notre quotidien, dans notre vie. Donc, c'est des informations extérieures à nos ressentis corporels, à nos préférences. C'est donc des règles et ou des restrictions. Donc, c'est vraiment manger X féculents, ne pas manger X lipides, X gras, etc. C'est vraiment faire comme ceci, ne pas faire comme cela. On parle aussi de polarité des aliments, c'est-à-dire cet aliment il est bon, cet aliment il est mauvais, etc. Mais voilà, c'est vraiment des règles en fait, des règles qui n'ont pas été dictées par notre corps, par notre être. On va un peu plus loin par notre être. Donc, la conséquence, puisque c'est extérieur à notre corps, c'est qu'on va s'éloigner de nos sensations corporelles. Et donc, du coup, en s'éloignant de notre sensation corporelle, on va diminuer la confiance que l'on a en notre corps à gérer tout simplement la nourriture, le surpoids, etc. Et plus on fait de régime et plus on s'éloigne de nos sensations corporelles et on perd confiance en notre corps. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que plus on s'éloigne de tout ça, plus les seules solutions qu'on voit, c'est des choses extérieures. On cherche comment on va se sortir de là, en fait. Et dès qu'il y a une nouvelle méthode miracle, hop, on va l'essayer ou au moins on va s'y intéresser. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que 80% des régimes se soldent par une reprise de poids l'année suivante et l'année qui suit, donc au bout de 2 ans, c'est 90%. Tout ça, c'est des rapports qui sont publiés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors, je vous ai mis ça parce que c'est le premier à l'avoir publié, mais il y a eu d'autres agences scientifiques qui l'ont publié, mais le premier qui a publié ça, c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation. En fait, il ne faut pas oublier que quand on perd de la masse grasse, c'est très différent de la masse musculaire, déjà, pour commencer. Et que quand on perd, en fait,
que ce soit le gras ou le muscle, évidemment, notre métabolisme de base, je vous en ai parlé tout à l'heure, il va baisser. Donc, on va baisser notre dépense énergétique quotidienne. Et si on baisse notre dépense énergétique quotidienne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va reprendre du poids. Donc, c'est un cercle vicieux par rapport au régime. Mais je voudrais vraiment vous parler un peu plus, alors tout à l'heure, je vous parlerai des rééquilibrages alimentaires parce que c'est très à la mode et c'est très « Ah non, mais je ne fais pas un régime, je fais un rééquilibrage alimentaire ». Sous-entendu, c'est mieux. Voilà. Eh bien, on va voir qu'en fait, c'est pire. Donc, les régimes, on diminue notre apport en nutriments, finalement. Donc, quand on diminue l'apport en nutriments, on diminue aussi l'apport en nutriments vers les organes qui sont responsables d'éliminer, les organes qui sont responsables de la perte de poids. Donc, on a des organes, ce qu'on appelle les organes émonctoires, donc on a un certain nombre, mais ce qui compte, ce n'est pas juste les organes, c'est leur interaction entre eux aussi. Donc, du coup, on va ralentir leur fonction, on va ralentir leur quotidien, finalement, et donc, eh bien, ça va diminuer notre capacité à perdre du poids. Et encore une fois, on va prendre du poids. Donc, ça fait 2 diapos. En fait, oui, ok, on diminue ce qu'on donne à notre corps, mais le fait de diminuer, ça va nous éloigner encore plus de notre fonction naturelle, qui est l'élimination. L'une des 4 fonctions qui est l'élimination. Un rééquilibrage alimentaire, pardon, c'est un régime, mais avec moins de restrictions. C'est-à-dire que on va, voilà, quand on nous invite le samedi soir à un anniversaire, on va être moins frustré parce qu'on va pouvoir y aller. C'est pas un régime hyper restrictif où il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de glucides, etc. Mais c'est quand même un régime puisque, on l'a vu tout à l'heure selon la définition, il y a des règles extérieures au corps. Et ça a été prouvé, donc je ne sais pas si j'ai mis les... Non, je n'ai pas mis les sources scientifiques, mais ça a été prouvé. Ça a exactement les mêmes résultats qu'un régime en termes d'IMC, d'indice de masse corporelle. En termes de troubles du comportement alimentaire, ça donne exactement la même chose. On va voir le lien tout à l'heure avec les TCA. Mais c'est exactement la même chose. Et pour moi, c'est encore plus pervers. Pourquoi? Parce que c'est censé être facile. Donc, en gros, si on n'arrive pas à perdre du poids avec un rééquilibrage alimentaire alors que c'est facile, c'est que vraiment, on est bidon. C'est vraiment, on est naze. On est des gros nuls parce que c'est censé être une solution facile. Donc, on perd vraiment confiance en nous. Psychiquement, en fait, ça a des effets beaucoup plus néfastes qu'un régime restrictif, puisqu'un régime restrictif, on sait que c'est dur. Donc, si on n'y arrive pas, c'est dur. À la base, l'hypothèse, c'est que c'est dur. Alors que là, c'est facile. Si on n'y arrive pas, c'est que vraiment, c'est nous le problème. Donc, du coup, c'est ce qui emmène à ce que j'appelle moi le yo-yo émotionnel, où on va se sentir en situation d'échec, on va avoir une baisse d'estime de nous-mêmes, une mauvaise image de nous-mêmes, on va culpabiliser et surtout, on va avoir honte. Pourquoi moi, je n'arrive pas à perdre du poids alors que c'est une solution facile, alors que dans cette solution, dans cette méthode, on mange de tout. Pourquoi moi, j'y arrive pas? C'est quoi le problème avec moi? Donc, c'est pour ça que je dis que psychiquement, c'est vraiment pire, c'est plus pervers. Ça amène vraiment à une relation malsaine à la nourriture qui est complètement biaisée par le poids. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment, on va regarder notre assiette, non plus par ça va me faire du bien ou je vais prendre du plaisir, etc. Mais vraiment avoir une pensée de suite. Quand on choisit un plat au restaurant ou quand on est face à une assiette, est-ce que ça va me faire prendre du poids ou pas? Est-ce que ça va participer à mon projet de perte de poids ou pas? Et là, on rentre vraiment dans une relation malsaine à la nourriture et c'est les débuts du trouble du comportement alimentaire. En fait, on ne considère plus la nourriture pour le rôle premier, mais plus pour le chiffre sur la balance. Donc, les régimes provoquent plus de troubles du comportement
alimentaire que les problèmes vécus dans l'enfance. En général, quand une personne elle est boulimique, anorexique, enfin quand voilà, elle a un trouble du comportement alimentaire, parce qu'il n'y a pas que la boulimie, l'anorexie, il y a beaucoup plus de choses que ça. On pense souvent à la boulimie et à l'anorexie parce que tout simplement ça se voit et c'est lié à des comportements comme le vomissement, tout ça, donc on les retient. Mais il y a beaucoup plus de troubles du comportement alimentaire que ça. Ne serait-ce que à la fin de la journée, se dire ah, aujourd'hui, j'ai mangé n'importe comment, j'ai craqué, c'était pas une bonne journée. Ne serait-ce que ça, associer la satisfaction de notre journée à est-ce qu'on a bien mangé, bien entre parenthèses, hein, c'est-à-dire bien selon ce qui est dit par la société, c'est déjà en fait un trouble du comportement alimentaire. Parce que notre journée ne se résume pas à ça en fait. Si à la fin de la journée, on retient que ça, ben en fait, on est un petit peu obsédé par ce qu'il y a dans notre assiette. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, les troubles du comportement alimentaire, la première cause, ce n'est pas les problèmes vécus dans l'enfance, c'est la succession des régimes. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent mais en fait, quand j'avais 20 ans, je faisais des régimes, mais en fait, quand je regarde des photos de moi à 20 ans, j'étais pas vraiment en surpoids. Ben oui. En fait, la personne, elle avait quelques kilos en trop et elle pensait que voilà, il fallait qu'elle perde du poids. Donc, du coup, elle a fait un régime. Et puis, un régime, c'est l'engrenage dans une succession de régimes, une succession de rendez-vous avec les spécialistes, etc. Donc, j'insiste, les régimes sont les premières causes des troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a évidemment des alternatives à tout ça et j'arrive sur la conclusion. Alors, donc, soit en fait on suit des règles, mais on suit des règles un petit peu à vie. Donc on rentre, voilà, on rentre un petit peu, on va jusqu'à la fin de notre vie, plus manger de gras, de sucre, de Nutella, on va plus faire la fête, etc. Soit on va recommencer à écouter son corps. Et là, écouter son corps, ça passe encore une fois par le cerveau, puisqu'il y a finalement une communication bilatérale entre le cerveau et le corps qui va se faire, une communication dans les deux sens, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît, toutes les méthodes qu'on connaît, c'est une communication informative, descendante. C'est le cerveau qui dit des choses au corps. Cet aliment, il est bon, cet aliment, il n'est pas bon, cet aliment, tu dois le limiter, cet aliment, tu dois le bannir, cet aliment, tu dois le favoriser, cet aliment, il ne faut pas dépasser telle calorie, il ne faut pas dépasser tel gramme. Mais en fait, le corps, il ne remonte pas d'informations sur ses ressentis. Et donc, pour développer en fait l'apprentissage de l'écoute corporelle, il faut qu'il y ait un échange entre le cerveau et le corps. Et évidemment, le cerveau envoie des mots, des choses qu'on peut se dire, vous et moi, mais le corps, lui, il envoie des sensations, des ressentis physiques. Et ça, ça s'apprend. J'aime bien cette phrase, c'est l'une de mes phrases préférées. Notre corps est le seul endroit où nous sommes obligés de vivre du début jusqu'à la fin. Je l'utilise beaucoup, notamment pour les personnes qui parfois pensent que faire attention à son corps et à son poids, c'est superficiel. Pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout le cas. En fait, notre corps nous permet de faire l'expérience de la vie. Alors, je fais une petite parenthèse au fait que en ce moment aux États-Unis, enfin ça fait 2 ans maintenant, il y a des publicités avec des personnes en surpoids qui voilà, ils prônent un petit peu ça, style il faut s'accepter comme on est. Voilà. Mais en fait, cette publicité, elle oublie qu'en fait, le surpoids, c'est une maladie, en fait. Quand on a 20 kilos en trop, c'est que notre corps, il va pas bien, en fait. C'est qu'on a un mal-être, que ce soit physique ou psychique, c'est souvent les deux. Mais en fait, c'est la conséquence visible que le corps ne va pas bien. Donc, si on dit il faut s'accepter, c'est comme si on disait que finalement, notre maladie, il faut l'accepter, il faut pas travailler dessus. Alors que vraiment, quand on prend conscience que on est sur Terre pour faire l'expérience de la vie, mais que notre véhicule, c'est notre corps, et donc on doit chouchouter notre corps, là, c'est différent. On n'est plus sur un rapport de superficialité, mais on est plus sur... c'est un moyen, en fait.
bichonner notre corps, faire attention à ce qu'il ne prenne pas trop de kilos, c'est un moyen tout simplement de faire ce qu'on a envie. Et nous avons 3 corps, donc physique, émotionnel et mental. Et ces 3 corps sont gouvernés par vraiment le chef d'orchestre qui est le cerveau. Donc, il y a 3 choses dans l'écoute corporelle. Évidemment, entendre les signaux, se reconnecter à nos sensations physiques. Et la 3e chose qui est très importante, c'est avoir confiance en son corps. Si on n'a pas confiance et d'ailleurs conscience, j'allais dire l'autre mot, mais c'est aussi ça. Mais si on n'a pas confiance dans les capacités de notre corps à éliminer le surpoids, bien en fait, on n'y arrive pas. Le corps, il est soumis vraiment à nos croyances les plus inconscientes, les plus profondes. Et c'est en transformant toutes nos croyances qu'on arrive à avoir une perte de poids efficace. Voilà, Charlotte. Merci beaucoup, Nadège. Alors, il y a quelques questions, si tu veux bien, là, pour justement rebondir par rapport à ce que tu disais, notamment d'Anne-Sophie. Est-ce que finalement, on peut résumer tout ce sujet au fait qu'il faille finalement traiter le problème à la base, c'est-à-dire la gestion de nos émotions? Est-ce que c'est que ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que là, tu nous as quand même parlé d'autres choses, du corps, des ressentis, etc. Donc, on peut peut-être pas forcément résumer tout ça à la gestion des émotions. Je sais pas, je te laisse répondre. Non, en effet. Alors, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Là, on me voit ou pas? Je ne sais pas. Oui, quand même. Oui, là, c'est bon, j'ai enlevé le diapo, donc t'es moins figé. Moi, je te vois mieux. Merci. Donc, si on revient au fait que le surpoids, ce n'est pas une cause d'un mal-être, c'est une conséquence d'un mal-être. Et c'est quoi ce mal-être? C'est un mal-être à la fois psychique et physique, mais de toute façon, tout est interdépendant. Hein. On parle beaucoup de manger ses émotions, c'est-à-dire que, voilà ce qu'a dit, alors je crois que c'est Anne-Sophie que tu as dit, oui, les émotions ont un impact sur notre poids, mais en fait, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça a aussi un impact sur les émotions. Tout ça, c'est interdépendant. Et donc, notre mal-être physique et ou psychique, ça passe par nos fonctions naturelles. Quand on arrive sur Terre, on a 4 fonctions naturelles. Il suffit de regarder un bébé. Qu'est-ce qu'il fait un bébé? Il ne fait pas grand-chose, un bébé. Il mange, il dort, il fait ses besoins et il pleure. Eh bien, nous avons nos 4 fonctions. Il mange, c'est la fonction d'assimilation. Est-ce que nos organes, nos cellules, ce qu'on leur donne, eh bien, est-ce que elles sont capables d'utiliser ce qu'on leur donne et vraiment d'optimiser ça? Donc ça, c'est la fonction d'assimilation, donc c'est quand le bébé il mange. La fonction d'élimination, c'est vraiment, est-ce que quand le corps voit arriver des choses dont il n'a pas besoin, est-ce qu'il sait faire la part des choses? Ça, j'en ai besoin, je l'utilise, et ça, j'en ai pas besoin, vite, je le sors du corps. Donc ça, c'est la fonction d'élimination, c'est quand le bébé fait ses besoins. La 3e fonction, c'est la fonction de récupération. Alors, au stade du bébé, évidemment, c'est juste quand il dort. Mais au stade de l'adulte, c'est quand il dort et c'est sa capacité à lâcher prise. Donc là, on commence déjà à être beaucoup dans la partie émotionnelle. Voilà, il y a une partie quand même un petit peu physique, mais une partie un petit peu émotionnelle et on est aussi sur les couches de l'inconscient et du subconscient. Et la 4e fonction, où là, on est pleinement sur la sphère émotionnelle, c'est donc au stade du bébé, c'est quand il pleure, c'est la fonction d'expression. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on n'est pas en pilote automatique, on n'est pas juste une pâle copie de ce qu'on pourrait être, et on est tellement, en fait, on a tellement peur de ne pas être aimé, etc., que en fait, on va juste on va juste répondre aux attentes des autres et pas être qui on est venu être. Voilà.
Merci beaucoup pour ces éclairages et puis ce rappel des fonctions. C'est important puisque finalement, c'est ça aussi qui va, sans le mauvais jeu de mots, mais peser aussi dans la balance, si on peut dire. Et donc, justement, une question par rapport à l'atelier. Alors, juste avant, je re-souhaite la bienvenue à Charlène, Olivia, Justine, Nicole, notamment, qui viennent de nous rejoindre aussi pour l'atelier de la semaine prochaine. Et quelqu'un posait la question, c'était, oui, Nathalie. Est-ce que vous allez vous adapter à chacun ou est-ce pareil pour tous dans l'atelier? Par rapport à l'atelier que tu proposes, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas pouvoir répondre justement aux questions de manière personnalisée? Est-ce que tu vas pouvoir t'adapter à chacun par rapport à ce thème-là? Comment c'est abordé? Comment tu l'abordes là, cet atelier de la semaine prochaine? Alors, l'atelier, on va vraiment travailler sur donc la prise de décision, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et alors, l'atelier est vraiment tourné sur la fonction d'expression, hein, bien sûr, puisque c'est ce qu'il y a dans notre agenda et la prise de décision. Donc, oui, je vais répondre aux questions. Il y aura des temps, comme on a fait ce soir, où voilà, on va faire des exercices à chaque fois, c'est des prises de conscience successives et je vais faire des pauses où je vais laisser, c'est toi Charlotte qui sera avec moi mardi prochain. Tout à fait. Je vais te laisser me restituer les questions. Oui, donc je transmettrai vos questions et pour les personnes qui ne peuvent pas participer, sachez que cet atelier est en replay et qu'en général, on s'aperçoit que les questions des uns nourrissent aussi nos propres questions et que même si on est absent, eh bien, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui est posé similaire à une question aussi qu'on aurait pu poser. Donc c'est toujours aussi intéressant, même en replay. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le regarder autant de fois que l'on le souhaite après pour aussi justement revoir d'une autre manière. Une question, alors je vais prendre encore 2 questions et puis on va s'acheminer là sur la fin de la conférence. Une question d'Ève qui dit, mais est-ce que le muscle ne prend pas finalement la place de la graisse? Tu parlais tout à l'heure du sport, etc. Je pense que c'est en référence, c'est-à-dire que si le muscle peut-être grossit, si on fait du sport, etc., est-ce qu'il ne prendrait pas la place de la graisse? Absolument, et il faut aussi penser que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc en fait, une personne qui fait beaucoup de sport peut s'affiner, peut changer de taille de vêtements et finalement le chiffre sur la balance ne pas changer. Voilà, donc c'est pas, je sais pas si je réponds à la question, mais c'est pas déterminant en fait. Ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut modifier le volume? Est-ce qu'on veut juste voir le chiffre sur la balance diminuer? Ce qui, je rappelle souvent que la balance a été inventée pour des sacs de farine à la base, c'est-à-dire des choses qui sont pas vivantes, hein. Voilà, donc on continue tous les jours à utiliser des balances alors que notre organisme, en fait, il est vivant. On peut pas le comparer à quelque chose qui n'est pas soumis à des hormones, etc. Voilà. On peut pas dire, on peut pas le comparer à une valise qu'on remplit, en fait. Une valise qui pèse 20 kilos, on met 5 kilos dedans, ça fait 25 kilos. Notre corps, c'est pas ça. Notre corps, si on pèse 60 kilos et qu'on mange 500 grammes de viande, on pèse pas 60 kilos, 500 grammes en fait. Et surtout, 2 personnes qui vont manger 500 grammes de viande ne vont pas avoir la même chose après en fait. Tout dépend de leur historique corporel. Voilà. Moi, je peux parler des heures et des heures sur ce sujet. Oui, c'est ça. Il faut m'arrêter. On arrive à la fin, mais en sachant qu'on se retrouve bientôt mardi prochain pour aller plus loin. Dernière question d'Yveline. Est-ce que l'hypnose aussi peut aider peut-être là-dedans, dans cette perte, dans cet amincissement durable par rapport aussi à l'atelier que tu proposes Alors, je pense que oui.
Je pense que oui, mais en partie. Sur la partie émotionnelle, je pense que l'hypnose peut faire pas mal de belles choses si on est réceptif à ce genre de choses. Il y a pas mal de personnes qui sont pas du tout réceptives à l'hypnose. Hein. Moi, je suis très réceptive à ce genre de choses. Tout ce qui est visualisation, hypnose, voilà, voyage et tout, je suis la candidate idéale. Mais ça, de toute façon, même si ça fonctionne, ça ne suffit pas parce qu'on reste au stade mental. Il y a quand même, voilà, c'est pas juste au stade mental. Il faut quand même travailler sur ce qui se passe physiologiquement, énergétiquement, ce qui se passe vraiment dans nos cellules, plus au stade de la pensée. Quand notre capacité d'élimination, elle est endommagée, et je prends l'exemple, par exemple, des personnes, je dis souvent, il y a des personnes obèses qui mangent que des brocolis et qui pourtant ne perdent pas de poids. Il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, leur capacité d'élimination, elle est tellement endommagée que ça ne suffit pas, en fait. Et donc, il faut restaurer ces capacités d'élimination. Alors, je vous rassure, nos capacités d'élimination ne disparaissent pas. On peut toujours les restaurer. Mais évidemment, plus on est allé loin, alors c'est pas vraiment loin dans le surpoids, c'est plus on a fait des régimes et plus on a endommagé nos capacités d'élimination naturelles. Voilà. Donc, pour revenir à la question, tout ce qui va traiter sur les émotions ou sur vraiment la partie cérébrale, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment les deux. Il faut la partie émotionnelle et la partie physiologique. Et le top du top, c'est le faire en même temps parce que ça va en fait s'alimenter, alors sans jeu de mots, mais les bénéfices du travail psychique va alimenter le travail physiologique, physique et vice-versa. Donc, comme tu dis, il y a vraiment ce côté psychique, émotionnel et puis physiologique avec aussi, parce que je vois dans le chat, on reparle de ménopause, d'hyperthyroïdie, avec tout ce qui est aussi hormonal. Donc, en tout cas, pour ce soir, on arrive à la fin de cette conférence qui était passionnante et qui nous ouvre un nouveau regard justement sur cet amincissement. Et on se retrouve mardi prochain avec Nadège justement pour vous aider à modifier la relation au temps pour mincir efficacement. Voilà pour le programme avec déjà des personnes là qui sont inscrites au voyage pour aller plus loin, c'est cette proposition de ce soir. Et Nadège, si tu veux bien, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure cette belle conférence. Je te remercie, Charlotte. Alors, comment conclure? Alors, je pense que quand on souhaite perdre du poids, malheureusement, il faut choisir entre est-ce que je veux perdre du poids rapidement et est-ce que je veux perdre du poids définitivement. Et très souvent, quand on choisit l'option perdre du poids rapidement, c'est souvent lié à l'autre, à une autre personne. C'est souvent lié à un événement où il y aura des personnes. Par exemple, voilà, je veux perdre du poids pour un mariage, je veux perdre du poids pour la plage, je veux perdre du poids pour la rentrée, je veux perdre du poids pour mon nouveau travail. C'est toujours lié à l'autre personne quand on veut vraiment un résultat rapide. C'est pour ça que la relation au temps est très importante. Quand on est sur la perte de poids définitive, c'est juste qu'on pense à soi. On veut se prioriser, se choisir. Et voilà. Mais c'est important de choisir entre les deux, de choisir en conscience et de se dire je vais perdre du poids, certes, à mon rythme, parce que quand on choisit de perdre du poids durablement, en fait, il n'y a personne qui peut dire tu vas mettre X temps pour perdre du poids. C'est en fonction d'un historique corporel. Et même si, Charlotte, tu me disais tout ton historique corporel, bien en fait, il y a des choses que tu ne me dirais pas tout simplement parce que tu ne sais pas que c'est important, parce que tu as oublié. Voilà. Donc, c'est le corps avec ses ressentis qui dit les choses, en fait. Et donc, il n'y a pas de mots dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode pour perdre du poids définitivement.
chaque personne a sa méthode et chaque personne, par rapport donc à son historique corporel, mais par rapport aussi à son contexte de vie. Donc, par exemple, la question tout à l'heure sur les horaires de nuit, mais par rapport aux contraintes professionnelles, au contexte familial, etc. Chaque personne, par rapport au contexte physique et au ressenti, au contexte de vie, pardon, et au ressenti physique, doit construire sa propre méthode pour mincir, pour apprendre à mincir et pas pour mincir une fois et le recommencer 2 ans plus tard. Eh bien, merci beaucoup Nadège pour cette magnifique conclusion et merci pour cette belle soirée aussi passée avec toi. Tu as les remerciements notamment d'Isabelle, d'Yveline, de Mercedes et bien d'autres eh bien pour cette soirée. Et on se retrouve mardi prochain sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour continuer sur ce sujet, pour reprogrammer aussi notre manière de penser. Et bienvenue aussi, mais justement, à Michel, Axel, Evelyne, Éléonore et tous les autres. Eh bien, bienvenue à cet atelier mardi soir. Merci à vous tous pour cette confiance et de vous être inscrits dès maintenant. On se retrouve tout bientôt. En attendant, belle fin de soirée, belle semaine et à mardi. On vous embrasse. À mardi.